Donc, comme Fabien, tu viens de le mentionner, la formule qu'on propose un peu aujourd'hui, c'est celle un peu d'un entretien ensemble pour présenter ta pratique, Dominique, mais aussi aborder, disons, certains thèmes qui ont été traversés dans le séminaire depuis le début des dernières séances. Donc, après, on discutera librement, tout le monde ensemble, comme on vient de le faire. Pour démarrer la conversation, quoi de mieux qu'une introduction de ton travail par toi-même? Donc, je te propose peut-être un peu de revenir sur ton parcours artistique, nous expliquer un peu comment justement ton intérêt pour d'abord les technologies NBIC, puis plus récemment l'IA, s'est développé un peu à travers ton parcours-là, à travers les dernières œuvres. Donc, Post-humain, Io, Une vie intelligente, le documentaire aussi. Merci, Julie Michel. Je trouve ça sympathique et convivial comme formule. Comme formule, oui. Euh, donc, mon élan premier, tout ça a commencé en 2013, alors que j'avais entendu une courte chronique à propos du transhumanisme à la radio. Je m'étais dit, waouh, ce sont des enjeux extrêmement importants auxquels il faut réfléchir. Puis, m'intéressant au sujet, je lisais soit en ligne ou dans des livres et tout ça, et je trouvais que les analyses qu'il y avait beaucoup de jugements par rapport au mouvement, puis je me disais, il me semble que ça doit être un peu plus complexe que tout ça. Et donc, je voyais également que les GAFAM, bon, les AMAMA, je ne sais plus quel acronyme utiliser, s'intéressaient de plus en plus à la santé. Et évidemment, je constatais que c'était des sujets qui pouvaient être complexes, très, très vastes. Et je me disais, faisons un spectacle qui permettra aux gens de s'approprier ces thématiques-là, tout en brouillant leur perception. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire la recherche à Berlin autour de 2014-2015. Puis, une des personnes que j'ai rencontrées qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée parlait de la création d'un troisième groupe, c'est-à-dire qu'il y avait des extrêmes qui étaient très, très contre la technologie, puis d'autres qui embrassaient beaucoup de plein fouet la technologie, mais c'était toujours lié à une forme d'aveuglement. Donc, beaucoup de peur, beaucoup d'adhésion, mais peu de zones au centre. Donc, j'ai travaillé très fort à essayer de créer cette zone grise au centre, à créer un parcours cognitif du spectateur pour poser plus de questions que d'offrir de réponses. Et donc, première pièce en 2017, Post-humain, un chemin assez linéaire. J'ai cherché longtemps comment aborder le sujet. Je n'avais pas envie de parler de moi, mais j'ai commencé à en fait, je suis diabétique de type 1, j'ai besoin de la technologie pour vivre. Donc, ça a été ma carte magique pour entrer dans cet univers de biohacking, de gens qui sont en mesure de créer leurs propres outils. Et puis, tout ça m'a fait. Donc, j'allais à la rencontre de personnes, j'essayais de comprendre ce qui les motivait à vouloir vraiment faire un couplage de leur corps avec la technologie ou même de leur cognition. Puis, effectivement, je me rendais compte en un à un que c'était beaucoup plus complexe, qu'il y avait beaucoup de nuances à apporter et que ça méritait d'être mis de l'avant. Donc, la première pièce a été faite en 2017. Je l'ai reprise en 2019. Et là, ça avait changé déjà. Entre-temps, j'ai questionné Yoshua Bengio qui est un des pères fondateurs de l'IA. Que pensez-vous de la singularité? Et là, il y avait une espèce de, de, de une réaction, disons, de on ne doit pas accorder d'importance à ces idées-là pour le moment. Et donc, pendant mon parcours, j'ai suivi toutes sortes de gens qui ont changé au fil du temps et moi-même, donc, ma perspective entre 2014 et 2025 a beaucoup bougé. Puis le défi dans tout ça, c'est d'arriver à comprendre où se situent les spectateurs, spectatrices, qu'est-ce que les gens comprennent, comment je peux faire un travail qui n'exclut personne tout en n'étant pas que dans un processus didactique, de créer une histoire avec tout ça, de ne perdre personne, puis de parler à des gens qui ont autant, des personnes âgées, autant que des ados, des adolescents. Donc, ça a été ça le défi pendant plusieurs années.
j'ai parlé de M. Benjo parce que quelques années plus tard, bon, j'ai fait une deuxième pièce, I.O., qui abordait un peu la même thématique, mais dans une forme complètement différente, puis dans un contexte pandémique, que j'ai appelé. À ce moment-là, je disais que je faisais de la science-friction. Je cherchais à faire frictionner des réalités du moment par rapport, par exemple, au manque d'accès aux soins de santé. Je mettais ça en parallèle avec des discours transhumanistes que j'avais entendus, d'allongement radical de la vie. Et donc, je faisais frictionner ces concepts-là dans une pièce qui était beaucoup moins linéaire que la première. Ensuite, Monsieur Larue, on a eu la chance de travailler ensemble parce qu'il y a des artisans qui ont travaillé sur le développement, la déclaration pour le développement responsable de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une déclaration en plusieurs points qui visait à guider le développement de l'IA dans les années à venir. C'est l'UDM qui nous a approchés, puis c'est Jean-Marc qui a eu la bonne idée, parce que je pense que le groupe se demandait comment démocratiser ces questions, et Jean-Marc a eu l'idée du théâtre, ce que je trouve quand même, on ne se dit pas que le théâtre est toujours la première voie pour rejoindre le plus de gens, mais c'était une belle idée de leur part. Donc moi, j'ai accepté le défi en 22, et ça, c'était avant que ChatGPT explose au grand jour. Donc, quand je parle de changement d'adhésion ou de compréhension du public, là, on était plongé dans un processus de création très difficile, étant donné que qu'est-ce que les gens vont comprendre dans 3 ans? Où sera rendue la technologie? Donc, ça a été tout un jeu d'essayer de mesurer comment connecter avec le public, des personnes âgées, encore une fois, autant que des ados. Et donc, voilà. Et avec le temps, mon objectif de poser plus de questions que d'avoir de réponses est devenu de plus en plus complexe, puisque 1 an avant la pièce qu'on a fait avec l'UDM, juste 1 mois, en fait, avant, c'était l'investiture de Trump où on a vu les tech bros à ses côtés. Et là, c'était plus clair que jamais. Tout ce que je soupçonnais depuis des années était maintenant devenu très visible et très tangible et assumé. Donc, voilà, ça a été le défi des dernières années. Donc, 3 pièces de théâtre et un film qui est sorti la même semaine que la pièce euh, à DUCEP, donc en collaboration avec l'UDM. Puis le film, c'était une toute autre affaire, c'est-à-dire que j'avais déjà réfléchi plusieurs années là-dessus. Et là, je devais réfléchir à un autre format pour rejoindre plus de gens. Puis encore une fois, c'était ça le défi, c'est que ça va extrêmement rapidement. Qu'est-ce qui sera encore pertinent? Le film a été un processus de 8 ans. Donc, c'est difficile de se projeter quand on travaille dans un médium qui prend du temps, autant au niveau de la recherche d'argent que la digestion des concepts. Et donc, oui, c'est ça à quoi je fais face depuis plusieurs années. Je ne sais pas si ça répond bien, Julie Ben Michel. ouais, c'est un beau panorama de ta recherche et tes créations dans les dernières années. Ben, tu mentionnais justement des rencontres, par exemple, avec des biohackers berlinois. Tu mentionnais, si j'ai bien compris, probablement un entretien avec Benjo où tu lui posais certaines questions. Aussi, ben, on le voit autant dans ton premier spectacle posthumain que dans le documentaire paru plus récemment. Tu travailles quand même beaucoup avec, disons, l'enquête jusqu'à un certain point, le documentaire. Tu poses énormément de questions à énormément de gens du milieu, surtout, disons, sur tout le continuum euh, de l'opinion, disons, autour de ces technologies-là. J'étais quand même curieuse de savoir, à travers, disons, là, tes rencontres avec tous ces acteurs-là, issus quand même de différents milieux, c'est quoi un peu je sais pas comment dire, mais un peu comme est-ce que tu as identifié des formes récurrentes, disons, de mise en récit, là, de promesses ou de peurs ou des visions du futur qui reviennent? Parce que tu parles à beaucoup de gens. Je serais curieuse de voir, ouais, qu'est-ce que. Bien, il y a, le mouvement transhumaniste est extrêmement vaste. Là, en fait, on parle d'IA aujourd'hui, mais c'est jamais très loin des idées transhumanistes. Ça fait partie du truc. Donc, si jamais vous voulez que je revienne plus vers l'IA, vous me le direz. Euh, il y a une forme de.
ils ont beaucoup de différences. Personne ne pense pareil. Il y a des transhumanistes qui sont très progressistes, il y en a qui sont au centre, il y en a qui sont très à droite, à l'extrême droite. Donc, politiquement, personne ne pense pareil. Ensuite, ce qu'on a envie de devenir, dans quel futur on se projette, il y a des similitudes, mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Puis le niveau d'adhésion non plus n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui c'est carrément presque une religion, une idéologie. Il y en a pour qui c'est un mouvement qui les intéresse. Donc, c'est très, très, très varié. Et ce qu'ils ont en commun, ce que je remarque, c'est un besoin de contrôle. Ça, c'est chez tout le monde. Donc, l'envie de prendre le dessus sur notre biologie, un besoin de contrôle. Et ça, en général, dans la population générale, on a tous un peu ça. Puis dans les récits, il y a beaucoup d'espoir. Mais ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est que les lignes sont difficiles à définir. C'est-à-dire que dans ma pièce IO, j'ai raconté l'histoire de mon père parce qu'en pandémie, il a manqué de soins de base. Donc, un changement de pansement aurait suffi à sauver sa condition, mais pas d'infirmière disponible. Donc, se retrouve à l'hôpital, la plaie évolue. Et donc, 89 jours d'hospitalisation. Et on a perdu le contrôle. Mon père a vraiment manqué de soins alors que ça aurait pu être beaucoup plus simple que ça. Ensuite, la médecine a performé, euh, a tenté par tous les moyens d'allonger la vie de mon père radicalement, tout comme le transhumanisme essaie de le faire. Donc, ça m'amuse d'essayer de tracer la ligne parce que pour moi, en ce moment, la médecine traditionnelle est dans une logique de performance. Et quand les transhumanistes acceptent de porter le titre publiquement, souvent, ils vont faire rire d'eux ou ne seront pas pris au sérieux, mais l'idée, c'est que la technologie nous aide à prolonger la vie, arrêter la souffrance. C'est un peu ce que la médecine fait. Donc, les lignes ne sont pas si claires que ça. Donc, autant dans la médecine que dans les récits transhumanistes, je retrouve beaucoup de choses qui... le même souci de performance, la même foi envers la technologie. C'est pas tout le personnel médical là, qui dit allez, faut que l'IA prenne le dessus sur toutes les opérations, mais il y a un enthousiasme et un espoir qui est très similaire dans ces deux milieux-là. Je dirais que ce serait ça. Oui, puis tu mentionnais aussi un peu au début, évidemment, là, cette notion-là de contrôle, mais aussi l'espoir qui est toujours un peu tourné vers le futur. Tu sais, des technologies souvent qui se disent amélioratives puis qui veulent tu sais, performer un peu le futur de plusieurs secteurs, dont celui de la médecine. J'ai l'impression qu'il y a quand même tout un discours axé, c'est ça, autour des spéculations, tu sais, du futur. Puis, je me demandais, toi, comment tu travailles artistiquement avec ces formes-là de projection. Tu sais, je pense justement à une vie intelligente où tu as comme décidé un peu de reprendre d'une certaine manière les mécanismes justement de spéculation du futur, mais de manière plus démocratique en invitant le public à prospecter sur des formes d'avenir où on aurait à cohabiter là, justement avec l'IA, mais de manière peut-être un petit peu plus éthique puis démocratique. Peut-être que tu peux juste prendre le temps d'expliquer dans le spectacle comment ce segment-là se passe, puis toi, artistiquement, comment tu as voulu peut-être un peu détourner ces mythes-là où on contrôle le futur d'une certaine manière. Tout à fait. En fait, effectivement, c'est quand je fais des entrevues avec des gens qui font partie du mouvement, dans le fond, c'est de la fiction qu'on me raconte, c'est de la science-fiction, mais ça reste un format documentaire. Et souvent, ça va dans la même direction, puis il peut y avoir des discours qui ressemblent à, justement, qu'on entend de la part de certaines compagnies qui essaient de nous vendre des idées, puis nous dire que c'est par là qu'on s'en va, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de notion de consentement ni de libre arbitre, c'est ça le meilleur chemin. Et donc, sur scène, on a invité une prospectiviste qui s'appelle Catherine Mathis, qui est aussi chroniqueuse. Donc, dans la pièce, il y avait deux personnes non actrices, non acteurs,
Catherine, avec elle, on a voulu, en fait, c'est le point commun avec la Déclaration de Montréal, c'est qu'ils avaient fait des consultations dans les bibliothèques. Moi, j'avais participé tout simplement par intérêt personnel. Donc, il y avait des petits rendez-vous où les gens en charge de la déclaration posaient des questions aux citoyens, aux citoyennes, autour de, par exemple, l'IA et la santé. Puis là, on essayait de discuter de tout ça ensemble, mais donc la déclaration se veut participative et démocratique. Et donc, dans le spectacle, on s'est dit qu'on ferait la même chose en essayant d'éviter les récits dystopiques. Parce que, comme je le nommais un petit peu plus tôt, ça devenait de plus en plus difficile pour moi justement de voir des scénarios empreints d'espoir. Et donc, on a invité la population à faire partie de ça. Donc, chaque soir, il y avait de 6 à 10 participants, participantes qui arrivaient avant le spectacle, qui avaient été quand même mis au courant de ce qu'ils et elles auraient à faire, mais qui n'avaient pas vu la pièce. Et donc, toute l'équipe se présentait et on leur donnait des petites actions. À telle scène, vous allez entrer, parler au micro, vous présenter. Ensuite, vous irez. Ils avaient une petite pièce où on avait mis une caméra, où ils travaillaient pendant 45 minutes. Et donc, le défi, c'était aussi d'arriver à ce qu'ils puissent proposer un scénario alternatif du futur qui n'est pas un cauchemar. C'est le public qui décidait du grand thème sur lequel il et elle devaient travailler. Il y avait 3 angles. Dans la pièce, ils avaient le choix que les prospectivistes travaillent sur en 2035, dans 10 ans, donc, parce que souvent, la prospective, ça va être dans un horizon pas trop lointain. En 2035, la population québécoise a augmenté drastiquement son niveau de littératie numérique. Ou en 2035, on a trouvé comment réduire drastiquement l'impact environnemental de l'IA. Ou en 2035, on a réussi à complètement inverser le processus de domination des monopoles technologiques. Et donc, le public votait. C'était toujours les monopoles qui gagnaient. Il y a eu peut-être une fois, les gens ont voté pour l'environnement. Et en fin de spectacle, ils arrivaient, Catherine était porteuse du texte qu'ils avaient créé et venait livrer ça sur scène. Et c'était la finale du spectacle qui était quand même un risque parce qu'il y avait des soirs où le récit, l'équipe avait super bien travaillé, donc il était plus inspiré, ça avait mieux coulé, puis il y avait des soirs où c'était évidemment plus difficile. Donc c'était une prise de risque pour la représentation parce que, évidemment, quand ils arrivaient avec un scénario futur, optimal, possible et enthousiasmant, ben là, les gens étaient beaucoup plus motivés et emballés par le spectacle. Oui, c'est clair que c'est toujours un risque de remettre ben, une portion du spectacle ou surtout la fin du spectacle entre les mains ben, du public d'une certaine manière ou de l'aléatoire. Mais justement, dans ce choix-là, tu intègres le public euh, dans la conversation autour de l'IA, mais plus euh, généralement aussi dans le spectacle. J'avais l'impression que tu étais vraiment traversé par un désir de produire un peu de littératie numérique autour de l'IA. Tu sais, tu veux t'assurer un peu que tout le monde a les moyens de comprendre au moins minimalement ce qui se passe. Puis je serais curieuse de t'entendre là-dessus aussi, à ton rapport à la littératie numérique. Est-ce que tu penses que le public sait, c'est pas, devrait savoir, tu sais, comment toi, comme artiste, tu as envie de jouer un rôle par rapport à ces enjeux-là? Qu'est-ce que tu souhaites au public comme relation avec ces technologies-là? Ben, c'est une bonne question parce que en 13 ans, ça a énormément changé. C'est-à-dire que pendant peut-être 5, 6 ans, le transhumanisme, les gens ne savaient pas trop ce que c'était. Je devais toujours expliquer. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus clair, mais encore, j'étais dans une université cette semaine, il fallait que je définisse. Je suis toujours surprise de ça, donc je ne peux jamais rien prendre pour acquis, absolument Mhm. pas. Dans la pièce Une vie intelligente, on s'est dit, parce que ça commençait avec des outils très artisanaux.
il était hors de question qu'on utilise l'IA dans la pièce. Et même, on faisait un peu de blague avec ça, c'est-à-dire qu'on voulait que tout le monde ferme ses téléphones, que l'IA ne puisse nous espionner d'aucune façon, et que on créait un moratoire sur, en fait, le fameux moratoire qui a été demandé par Jeffrey Hinton, Yoshua Bengio et plein d'autres signataires, qui n'a jamais eu lieu. Donc, on s'est dit, ce spectacle-là, ça va servir à faire une pause, où on va prendre une grande respiration, on va être ensemble, puis on va essayer de visiter différents aspects de l'IA qui étaient toujours autour de, c'est ça, de la littératie numérique, comme je le nommais, de la reprise de contrôle puis l'environnement. Évidemment, le défi de ça, c'est il y a des gens qui savaient pas grand-chose, il y a des gens pour qui on remâchait des concepts, mais d'une autre manière qu'ils connaissaient. Donc, la littératie numérique est complexe. Mais je remarque, bien sûr, qu'il y a un décalage énorme entre l'Europe et l'Amérique à ce niveau-là, que je m'explique mal. Mais oui, quand on parle de surveillance, quand on parle de protéger ses données, de se méfier, j'ai été quelques fois en Allemagne, c'est certain que, mon mari est allemand, c'est certain que leur rapport aux données n'est pas du tout le même qu'ici. Là-bas, je peux voir des publicités de Firefox à Berlin, mais ici, on commence à peine à comprendre que peut-être qu'il y a des plateformes alternatives qu'on devrait encourager. Donc, à la fin du spectacle, on proposait des solutions concrètes. Le spectacle n'était pas le lieu de ça, mais à la toute fin, on proposait, selon les 3 angles, des solutions plus écologiques, comment augmenter son niveau de littératie, comment on peut lire, s'informer sur tel et tel sujet, et quelles sont les plateformes alternatives qui tentent de faire exister le numérique autrement. Donc, il y a une part qui est faite pendant le spectacle. En fait, je pense que l'élan pour nous, c'est pas de régler tous les problèmes, c'est de donner des outils aux gens pour prendre des décisions. Moi, ce que je tente de cultiver, c'est le concept de consentement. Après, ça ne me dérange pas que les gens choisissent telle ou telle option. Ce qui me dérange, c'est que les gens se fassent imposer des choses sans comprendre. C'est qu'on dise oui à des systèmes qui manquent de transparence. Donc, une fois que les gens sont plus, disons, plus au fait des choix, où on n'a pas toujours le choix. Mais c'est ça, je veux qu'on puisse cultiver collectivement plus de consentement. Fait que c'est ça qu'on fait à travers le travail. Depuis le début, la compagnie a vraiment pour mandat de mettre en lumière des questions éthiques qui sont absentes de l'espace public, justement pour que les gens se sentent légitimes d'aborder ces questions-là. Donc, par l'autofiction ou la fiction, on essaie d'emmener un côté très tangible à ces questions-là. C'est pour ça que, un peu malgré moi, je me suis parfois mise au centre parce que ça devenait très clair en rebondissant sur des vraies histoires. Mais disons qu'avec le temps, en 13 ans, notre mandat de compagnie est... maintenant, tout le monde parle d'IA. Maintenant, c'est partout dans les médias. Je ne dis pas que c'est exactement toujours la façon et l'angle dont je le ferais, mais ce dont je suis contente, c'est qu'on ait réussi à vraiment rejoindre des publics très larges. Et le format long dans ce type de questions est extrêmement important. Je l'ai fait, le travail ingrat d'aller parler à la radio dans des formats où c'est toujours 7 minutes. C'est pas assez. On ne peut pas être nuancé et faire comprendre la complexité d'un sujet comme celui-là en 7 minutes, c'est impossible. Donc, par le théâtre, par le cinéma, en fait, le fait d'être dans une salle en collectivité et de réfléchir à ces questions-là, c'est vraiment riche. Et on ne reçoit pas les choses de la même manière. Et pour le cinéma, ça a été un petit deuil pour moi, c'est-à-dire que j'ai fait le film pour qu'on ait des discussions, pour lancer des discussions. Au théâtre, je m'assure, quand on est en tournée ou le plus souvent possible, qu'il y a une période de discussion après.
parce que les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de s'exprimer. Et là, le film, il est apparu sur la plateforme de l'ONF et on me dit félicitations, il y a plein de vues. Moi, je m'en fous. Je veux parler, je veux échanger, je m'en fous qu'il y ait des vues. Je veux pas que les gens écoutent ça tout seuls chez eux. Donc, c'est un peu paradoxal parce que ce sont des projets que j'ai faits pour provoquer des rencontres. Parce que ce sont des sujets qui font en sorte, je pense, qu'on se sent très seul ou on a peu d'occasion de fouiller la question en groupe. Puis je trouve ça infiniment, infiniment important, peu importe notre niveau d'adhésion et de compréhension. Donc, on a réussi à, dans la plupart des projets, s'adresser aux néophytes, même aux gens qui travaillent dans le domaine. Une des choses dont je suis plus fière, je dirais que c'est les dialogues que ça m'a permis d'avoir avec toutes sortes de milieux, que ce soit des médecins, des gens qui travaillent en TI, des philosophes. Donc, j'aime beaucoup les échanges que ça crée avec les écoles. Puis, c'est là où je m'éloigne de la dystopie. C'est quand on en parle. Donc, c'est ce qui m'aide à garder le cap. Mais pour ce qui est de vas-tu poursuivre, là, j'ai comme un trop plein je suis devenue techno-anxieuse, je ne vous le cacherai pas, et j'ai du mal à voir que ça va dans la bonne direction. Mais par exemple, il y a 2 semaines, on a organisé un atelier ouvert à tous et toutes pour installer des plateformes alternatives, voir qu'est-ce que je peux utiliser comme moteur de recherche, qu'est-ce que je peux utiliser pour texter, comment je remplace Messenger. Il y avait plein de gens intéressés. Donc, moi, c'est dans ce genre d'événement-là que j'ai l'impression qu'on va y arriver. Ouais, oui, que le changement s'opère aussi de cette manière-là. Clairement, tu parles de ta techno-anxiété, oui. Est-ce que potentiellement c'est quelque chose que tu as envie d'aborder dans une future œuvre ou pour le moment, comme tu dis, tu t'investis plus dans des initiatives, disons, sociales euh, qu'artistiques, du moins sur cet enjeu-là, là, si je comprends bien. Oui, ben en fait, ouais, je viens de me rappeler que tu m'avais conseillé de peut-être montrer un extrait, j'en montrerai un. Euh, En fait, ben, les gens sont en général soit encore très techno-anxieux ou très enthousiastes. Tu sais, on dirait que les choses ça a changé, mais ça reste un peu. Je pense pas que ma techno-anxiété a sa place aujourd'hui, étant donné que je pense que beaucoup de gens se sentent comme ça. Puis ce que j'avais à dire par rapport au danger de ces plateformes en lien avec le politique, je pense que c'est dit, c'est fait. Maintenant, je laisse les gens constater les choses par eux-mêmes. Euh, Ce qui est un peu ingrat, tu sais, je reviens à l'exemple de la pièce. C'est un exemple très concret sur la difficulté que c'est de faire des pièces là-dessus ou des films. Euh, on était en laboratoire de création, puis là, on se disait, on avait l'extrait vocal d'une jeune femme très brillante qui parlait de techno-féodalisme. Puis après son extrait, on voulait faire passer sur scène une grande tête en or d'Elon Musk en papier mâché, puis de faire une espèce de procession royale. Puis 1 an avant, parce que c'est 1 an avant la pièce que j'avais eu cette idée-là, les gens me disaient Dominique, personne ne sait qui est Elon Musk. Puis donc, quand on a fait la pièce, ben, tu sais, c'est long, là, construire un. On ne change pas d'idée comme ça à la dernière minute. Donc, 1 mois après l'investiture de Trump, c'était comme commenter platement le présent. Donc, ça n'a pas eu l'impact, je pense, qu'on voulait. En tout cas, je vais vous montrer une scène. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps? Oui, oui. On a encore 3 minutes. Peut-être que c'est une belle façon de conclure, de montrer des extraits ou des bandes Oui, annonces de tes projets. Comme ça, après, on ouvrira euh, vers les questions. parfait. Mais Donc, l'extrait que je vais vous montrer, c'est. En fait, c'est un ami que je me suis fait au fil du temps, que j'ai rencontré en 2015, Enno Park, qui a des implants cochléaires.
et donc qui est connecté à la machine d'une certaine manière. Sa démarche à lui, ça a commencé parce qu'il se disait, j'ai deux ordinateurs programmés, connectés à mon cerveau, je suis programmeur informatique et je ne peux pas les contrôler, les ouvrir, en faire ce que je veux. Donc, il y avait une forme de... C'est lui qui m'a inspiré le troisième groupe aussi. Donc, l'extrait que je vous montre, c'est en 2019, où sa pensée est vraiment, vraiment différente de 2015 déjà. Et quand j'étais en salle de montage, ça c'était en 2020, ben, juste avant que Trump revienne. J'étais en salle de montage, puis on m'a dit à maintes reprises, c'est un peu délicat cette scène-là, on dirait que ça fait un peu conspirationniste. Ce qui est avancé, c'est pas nécessairement... Bref, je vous montre ça. Et donc, il m'avait, Eno, raconté tout ça en 2019. Et malheureusement, dans le montage, j'ai amenuisé son discours parce que ben, c'est ce qu'on m'avait conseillé de faire. Autoriser. Je ne suis pas la pro des partages d'écran. Partager cette fenêtre. Oui. Est-ce que ça va? Oui. C'est pas lui. Il manque par contre le son. Pardon? Je pense qu'il manque le son, à moins que ce soit mon... Ce qu'il faudrait Non, faire, moi aussi, on n'entend pas. ce qu'il Excuse-moi. faudrait faire, c'est arrêter le partage et le repartager. Il y a une OK. petite fenêtre où il faut dire partager l'audio également lorsque vous partagez Ah, l'écran. autoriser. Ben, ça me dit seulement partager cette fenêtre. Partager. Bon, j'adore ça. Quand on parle de technologie, on a toujours des problèmes avec. C'est un classique. Euh, partage. Là, on a une toute petite fenêtre qui est partagée. Bon, je pense qu'on ne perdra pas de temps avec ça. Je vais vous recommander de l'écouter. Et vous saurez que lorsque vous voyez Enno Park une deuxième fois, il m'a raconté tout ça en 2019. Voilà. Excellent. Ben, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, nous avoir présenté ta pratique.